Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Guilde des scénaristes, Secret de scénariste, épisode 7. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat en France qui regroupe plus de 370 scénaristes professionnels français du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste, la réalité du travail d'écriture. En gros, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Graffin, à qui l'on doit des scénarios comme ceux de Hors de prix avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou, Quand je serai petit avec Jean-Paul Rouve, ou encore Ouvert la nuit avec Édouard Baird. Il est également le co-scénariste du tout dernier film réalisé par Pierre Salvadori, En liberté, avec Pio Marmaille, Adèle Haenel et Audrey Tautou. Un film qui a déjà dépassé les 600 000 entrées en salle. Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a appris des chants corse. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ça va, monsieur? Pardon, oui, t'as parfaitement madame. Vous en avez pas marre, moi? Ta gueule, mais bien sûr que j'en ai pas marre de vous. Ah, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Pardon, chut. Bonjour Benoît, merci d'être venu nous rendre visite à la Guilde des scénaristes. Alors, j'ai tout de suite envie de te dire que dans le cinéma, dans les médias en tout cas, on parle souvent d'acteurs, de réalisateurs, mais finalement très peu de scénaristes, alors que l'écriture d'un film, c'est souvent la partie la plus longue dans la fabrication d'un film. Ça peut prendre des fois jusqu'à 2 ans, voire plus. Oui. Et donc, c'est tout ce travail de longue haleine qui va nous intéresser ici, hein, tout ce travail qui est quand même la colonne vertébrale d'un film, qu'on veut mettre en avant, nous, dans ce genre d'émission, à la Guilde des scénaristes. Et donc aujourd'hui, on va pas mal parler du dernier film sur lequel tu as travaillé, qui est En liberté, un film que tu as coécrit avec le réalisateur Pierre Salvadori et le co-scénariste Benjamin Charby. Et En liberté est considéré un petit peu comme une comédie d'auteur. Comme beaucoup d'autres films que tu as écrits, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une comédie d'auteur ? C'est donc une comédie qu'on écrit avec un auteur, et ce que je pourrais dire, c'est que, pour parler un peu technique, sans vouloir faire... déjà, une comédie, souvent, l'idée vient des producteurs, alors qu'une comédie d'auteur, ça vient de l'auteur qui a envie de parler d'un truc. Donc ça change quand même pas mal les choses. Quand on est appelé par un producteur, c'est en général pas le... Parfois, il n'y a même pas de réalisateur associé, tandis que là, c'est vraiment... moi, c'est peut-être le 4e ou le 5e film que je fais avec Pierre Salvadori, donc. Et c'est quand même... on reconnaît sa patte, il suffit de voir 2 plans de Pierrot, d'entendre ses dialogues, et puis on sait très bien que c'est lui. Donc je dirais qu'une comédie d'auteur, c'est peut-être une comédie dont on reconnaît l'auteur. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est pas... dont on reconnaît l'univers, en voilà. fait, c'est ça ? Et par exemple, dans le cas de Pierre, on peut dire qu'il y a des comme on se connaît depuis une quinzaine d'années, disons qu'il est quand même travaillé par certains thèmes qui reviennent et qui sont là dans tous ses films, même si ça prend des formes différentes. On avait fait... moi, j'ai commencé avec lui sur Après vous, qui était un film avec Daniel Auteuil, José Garcia et Sandrine Kiberlin. Et on peut dire qu'on a décliné, en fait, à travers ces 4 ou 5 films qu'on a fait ensemble, une thématique qui lui appartient à lui, qui concerne la culpabilité, le fait d'aimer quelqu'un tout en le trahissant, et toute cette ironie dramatique que ça peut générer. D'accord. Et En liberté, c'est un peu la quintessence de ce travail, parce que dans le film, il y a une réflexion aussi sur les films, donc c'est presque une sorte de rétrospective, voilà. Mais alors du coup, sur En liberté, vous étiez trois Ouais. auteurs, hein. Il y a le réalisateur, le co-scénariste Benjamin Charby. Voilà. Donc dans quelle mesure on peut parler encore de comédie d'auteur ? Est-ce que, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est donc Pierre Salvadori, on a un peu compris, qui est l'auteur de cette histoire, et vous arrivez avec de la matière, avec pour lui fournir ce qu'il recherche, pour lui apporter, en fait, les dialogues. Ce scénario, on a eu l'idée il y a très longtemps, en fait, en 2011. Ouais. Et d'accord. donc, tu vois, ça remonte un peu à... Et l'idée, c'était... on avait vu un truc à Los Angeles, c'est « If you do the crime, you do the time ». Si tu fais le crime, tu fais le temps, de prison, donc. Ouais. Et on s'était amusé à renverser ça en disant « Qu'est-ce qui se passe si jamais tu fais le temps, d'abord, est-ce qu'ensuite tu as envie de faire le crime ?»
Et cette idée, on avait fait un petit synopsis sur une table de café comme ça. Ensuite, il avait fait un autre film entre-temps qui s'appelait Dans la cour. Ouais. Et finalement, on est revenu sur ce truc, sur cette idée-là, qui était peut-être pas suffisante pour faire un film. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais... imaginons un type qui a été injustement condamné, qui a fait 8 ans de prison. Qu'est-ce qui se passe quand il sort ? Est-ce qu'il a envie de se venger ? Elle en est où sa colère, etc. Et bon, c'était un peu linéaire comme projet. Et tout d'un coup, on a eu l'idée de cet intermédiaire et personnage central qui est Adèle Haenel, donc, qui est la femme de ce commissaire qui l'a mis en prison et qui, elle, a profité de tout ce bonheur d'avoir de l'argent avec un mari, etc. Et qui, apprenant que son mari était une ordure, se sent redevable le jour où ce type-là sort de prison et devient un peu son ange gardien, essaie d'atténuer, parce qu'elle sait très bien qu'il est innocent, essaie un peu d'atténuer la colère ou de limiter la casse, dis donc. Et donc forcément, après, ils vont se rencontrer, et voilà. Ce qui était intéressant dans ce scénario, c'était que je pense que si on avait été justement dans un dispositif où les producteurs ont vraiment leur mot à dire, ils nous auraient vraiment vivement conseillé de faire en sorte que ça soit une comédie romantique, c'est-à-dire que ces deux personnages finissent par s'aimer, se trouver, se pardonner, etc. Or là, Pierre tenait beaucoup à ce que ça soit une histoire à 4, que chacun a sa vraie histoire d'amour d'une certaine façon, et que cette parenthèse-là est un mensonge, mais un bon mensonge, mais ça reste quand même un mensonge. Voilà typiquement un tout petit détail qui fait la différence entre une comédie d'auteur et une comédie entre guillemets grand public ou commandée par c'est qu'il y a quelque chose sur le papier qui pouvait paraître un peu étrange, voilà. Le scénariste Laurent Turner, qui était venu le mois dernier pour un épisode de Secret de scénariste, nous a dit que pour être scénariste, pour être en tout cas un bon scénariste, il faut avoir un don un petit peu inné de bien savoir raconter des histoires. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision, ou alors est-ce que tu penses que le métier de scénariste, c'est un apprentissage, c'est comme un artisanat qu'on peut apprendre, ou alors non, mais je suis assez d'accord avec lui. Il faut prendre du plaisir à raconter les histoires, ça c'est sûr, parce que si on n'aime pas ça, c'est très laborieux. Après, il y a plus ou moins des gens qui ont ce don de bien raconter les histoires. Mais alors, c'est très difficile à quantifier, parce que ça dépend même pas de la culture ni quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut avoir peut-être le sens du rapport de force, du conflit, etc., pour faire que les scènes existent. Et quand je dis ça, je dis pas que moi j'ai ce sens-là, mais je remarque que, par exemple, moi je fais plein de trucs avec des jeunes scénaristes. Quand il y a une dizaine de scénaristes, il va tout de suite s'en dégager un ou deux qui sont tout de suite dans quelque chose où on se dit il y aura quelque chose à filmer à ce moment-là, c'est-à-dire des réactions, et puis un secret que le public va partager. Donc ça c'est quand même... ça s'acquiert, évidemment, c'est comme un muscle, etc. Mais il faut quand même avoir un peu le sens de ça au départ, je crois. Il y a très peu de making-of sur l'écriture du tournage, par exemple. Alors que making-of sur le plateau, avec les comédiens, etc., les répétitions, mais très peu sur alors comment on écrit un film, alors qu'il y aurait matière à faire un beau making-of ou un beau reportage sur des meetings de scénaristes qui étalent toutes leurs idées sur un tableau, par exemple, qui structurent leurs idées. Mais parce qu'il y a un truc aussi sur les réalisateurs veulent être vraiment les auteurs des films à 100%, et c'est pas vraiment de la méchanceté, hein, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est que déjà au moment de la sortie d'un film, c'est quand même très émouvant, on est quand même vachement secoué, sollicité, etc. Donc on a tendance à dire jeu un peu presque par urgence, et ça c'est assez dommageable, et c'est vrai que toute la partie où on fait sortir le truc de terre, etc. et c'est quand même mis de côté comme si ça avait toujours existé, ce scénario à tourner, etc. Ça c'est vrai. Mais pour être scénariste, c'est un truc, il faut pouvoir encaisser ça. C'est un métier quand même où c'est pas qu'on avale des couleurs, mais c'est qu'on reste quand même d'une certaine façon. Dans l'ombre. Ouais, quand même. Et c'est comme ça fait partie du job. Ça fait partie du job, et si tu veux être dans la lumière, peut-être qu'il faut que tu réalises un film, et que parce que c'est quand même un truc, les acteurs, la sortie, les producteurs, les problèmes d'argent, tout ça. Le scénario, ça s'arrête à un moment, mais
Je dirais pas que c'est assez protégé, mais d'une certaine façon, ça l'est quand même un peu. Et puis après, il y a peut-être des scénaristes qui sont très contents d'être dans l'ombre et de pas forcément être dans la lumière. Ouais, bien sûr. Et de pas assumer la promotion pendant un mois du film. Alors là, on va juste revenir sur ton parcours. Tu as commencé à écrire vers la fin des années 90. Ouais. Il me semble, donc tu as plus de 20 ans d'expérience. Ouais. En gros, comment tu as démarré dans ce métier ? Est-ce que tu as suivi une formation bien spécifique, Écoute, une en école ? fait, moi j'avais mon prof de français en première, c'était Gilles Torrent, qui est un scénariste émérite, qui a écrit plein de films avec Téchiné. Bon. Et on s'est vachement bien entendu en classe, et quand je suis sorti du bac, il faisait des dessins animés. Et il m'a branché sur écrire des dessins animés, donc moi j'ai commencé par faire un peu comme Laurent Turner d'ailleurs, par faire des épisodes, des 26 minutes avec lui, puis après sans lui, j'en ai fait plein de toutes sortes, plus ou moins, certains assez fâcheux, faut bien le dire, même des épisodes des sitcoms, etc. Tu vois. Et c'est ça qui m'a vraiment appris, enfin pas appris, mais disons que ça a été assez rapide pour moi, le scénario, presque à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire des scénarios, quoi. Et des scénarios qui étaient tournés aussi, parce que ça c'est un vrai truc qui fait une grosse différence, c'est-à-dire voir ce que tu écris. Concrétiser. Voilà, donc tu as appris sur le tas ? Ouais, j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait l'étude de scénario. T'as pas fait d'études, t'as pas lu des livres bien spécifiques pour, Après j'en ai lu et j'adore en lire, j'adore lire Truby, j'en lis, je me plonge souvent là-dedans. C'est un bon livre tu penses ? C'est un bon guide pour les scénaristes ? Ouais, je trouve. Ouais. D'accord. Et quelles sont tes premières expériences d'écriture Donc c'était ça, c'était pas mal de télé avec donc différents. Là pour le coup c'est vraiment des films des épisodes de producteurs, etc. Et puis après, en fait j'ai réalisé un premier film. Moi, on est parti à New York avec quelques copains et on a fait un film avec Mathieu Demy en DV. C'était un des premiers films en DV. On avait une toute petite caméra et on avait très peu d'argent. Et on avait mis un bas sur la caméra pour essayer de donner un peu un grain de cinéma. Et puis les actrices là-bas nous disaient mais c'est quoi votre budget, $500,000 ? Mais nous c'était plutôt $10,000 que $500,000. Et finalement on a un peu trafiqué la caméra, qui était presque une caméra de vacances, quoi. Et on lui a donné une sorte de coffre comme ça pour faire un peu cinéma. Et ça c'était mon premier scénario tourné. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a vachement aidé, c'est de faire quand même des films de temps en temps. Et parce que c'est quand même un truc de voir ce que c'est que les mots à l'écran. Transposés à l'écran. Ouais. Mais alors c'est quoi justement la leçon pour toi la plus importante que tu as apprise avec tes premières expériences d'écriture ? C'est de voir justement la transposition de ce que tu écrivais à l'écran pour voir ce qui marchait pas par exemple ? Oui, puis ça on le voit tout de suite dans une scène par moment. C'est une question d'énergie beaucoup, hein, Ouais, c'est ça, c'est une question de mouvement, et faire en sorte que un film ait du mouvement, que ça soit pas forcément un chant contre chant avec des gens qui parlent. Comment faire pour continuer à trouver des idées de scénario tout en tournant un film, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire de pas forcément se contenter de filmer ce qui est écrit, mais dire tiens là il nous manque une idée, comment est-ce qu'on pourrait être plus expressif, plus drôle si c'est possible, plus malin, plus rapide, plus fort, etc. Et ça, c'est un travail qui est finalement le scénario. Alors, je sais que les gens se plaignent beaucoup de ne pas être assez reconnus en scénario, mais c'est vrai qu'un film, c'est une étape, c'est des étapes qui se suivent. Donc, il y a la partie scénario, qui est un moment très angoissant parce qu'on ne sait pas si ce qu'on raconte a le moins d'intérêt. Donc, c'est vraiment, on est travaillé par le doute et on se dit, tiens, est-ce que c'est légitime de raconter cette histoire ? Il y a beaucoup de scénarios qu'on laisse tomber, d'ailleurs. Et après il y a le tournage, bon ça c'est la partie où le scénariste il peut venir regarder 2-3 scènes, mais en général il est quand même assez loin. Et moi avec Pierre je reviens beaucoup au montage, et ça c'est un truc que j'adore, c'est voir comment le film, et là par exemple pour En Liberté il y a eu, je sais pas, parce que Pierre c'est quelqu'un qui il reste très longtemps en post-production, il monte très très longtemps, donc il y a toutes sortes de projections, et on parle, et on réfléchit, on coupe, on remet, etc. Et ça c'est un travail absolument passionnant, mais ça fait presque partie de la suite du boulot, quoi, d'une certaine façon. Dans le milieu du cinéma, on parle souvent de mentors pour bien arriver à concrétiser des choses et tout. Est-ce que par exemple toi tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier, quelqu'un qui t'a ouvert les portes pour rentrer, on va dire, dans le milieu du cinéma Je dirais que Gilles Torrent c'est celui qui m'a quand même qui m'a appris 2-3 trucs, parce il m'a, même si c'était assez bref dans le fond, mais c'est quand même lui qui m'a orienté vers
Parce que moi, mon truc, depuis tout petit, c'était de gagner ma vie en écrivant. C'était quand même Ouais. ça, mon truc. J'ai essayé une fois de travailler dans un bureau, c'était une catastrophe, ça a duré 3 mois, et ils m'ont sorti. J'ai été prof de philo, catastrophe, pareil, ils m'ont lourdé au bout de 2 mois. Et donc, c'est un peu je savais faire que ça, quoi. Et écrire des scénarios, c'était le seul truc que je savais faire, parce qu'il y a une partie quand même, on est assez tranquille, on est seul, on peut travailler. Puis il y a des moments où on voit des gens et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup cette liberté, quoi. C'est une pratique, le scénario, en fait. C'est pour ça qu'il faut aimer ça, en fait. Ce que j'essaie à chaque fois de dire aux gens il faut aimer ça, il faut peut-être que le succès, les entrées, tout ça c'est bien, mais c'est que le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait tous les jours et de chaque matin se dire bon, on va y aller. Bon, il y a des jours où on n'a pas ça peut arriver, mais c'est quand même c'est une pratique, quoi, en fait, c'est ça. Ok, alors maintenant on va aborder vraiment le processus d'écriture. L'écriture d'un scénario, ça commence par une idée. Ou un personnage. Ou un personnage. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à trouver une bonne idée? Qu'est-ce qu'une bonne idée en fait de film pour toi? Comment tu arrives à déceler le potentiel d'une bonne idée ou d'un bon personnage? Alors c'est vrai que des idées, il y en a beaucoup, et puis c'est un peu comme le tir au pigeon, c'est pas toutes il faut qu'on se dise que ça va pouvoir produire de la fiction, de la friction aussi. Et souvent, dans le cas de la comédie, c'est une idée qui contient une certaine ironie dramatique, c'est-à-dire une sorte d'activité, presque comme si on avait un atome qui tourne par sa propre force, qu'on se dit, tiens, il y a une contradiction, il y a un paradoxe. Là, dans le cas d'Yvonne, dans le cas dans Liberté, c'est ça, c'est qu'à la fois, elle est vachement émue par ce type, et en même temps, elle a du mal à lui dire qu'elle est son bourreau d'une certaine façon. Et donc, ça l'amène à faire des choses de plus en plus dingues pour l'aider, etc. Et là, on se dit, tiens, là, on a une dynamique qui va faire que le film, il peut aller loin, et qu'on peut un peu s'éclater, en fait, avec le principe de... Je dirais ça, par exemple, dans Après vous, c'était... c'est Daniel Auteuil qui sauve la vie de José Garcia, puis il le ramène chez lui, etc. Puis ensuite, le mec, il lui dit, mais moi, je t'ai rien demandé, pourquoi tu as fait ça? Il est malheureux, etc. Et puis, il lui dit, mais la vérité, c'est que moi, si j'ai eu envie de me flinguer, c'est parce qu'une femme m'a quitté. Et donc, le héros se met en quête de retrouver cette femme, il la retrouve et il tombe amoureux d'elle. Ah, là, on a un bon truc, on se dit, tiens, là, ça va... Il va y avoir comme un Rubik's Cube qu'on va pas arriver à faire rentrer, etc. Et ça va créer du conflit, En fait, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui va peut-être nous éviter d'être trop linéaire, quoi. Voilà, c'est surtout ça, je dirais, le danger du scénario. Enfin, d'un certain type de scénario. Parce que moi, il y a des films linéaires que j'aime beaucoup, qui sont juste une ligne droite. Mais pour ce qui est de la comédie, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui viennent contre, quoi. Est-ce que tu peux me retracer les grandes étapes par lesquelles tu passes quand tu écris un scénario? Est-ce que tu passes par toutes les étapes classiques, c'est-à-dire pitch, synopsis, séquencier, continuité dialoguée? Ça dépend. Là, par exemple, ce matin, j'ai vu des gens, eux, ils avaient optionné une bande dessinée, donc là, tu as déjà un énorme truc qui est fait, et tu te dis que tu vas pouvoir écrire quasiment directement. Donc en plus ils sont pressés, etc. Et moi je le sens bien, donc je me dis voilà, ça va être possible. Après, quand on part d'une idée à zéro, d'abord on discute pas mal En fait, parce que plus on discute, plus le réalisateur va connaître son film, et au moment où il va tourner, il sera... Donc c'est pas du temps perdu. Et puis après, bon, il y a des allers-retours avec le producteur, on fait, je sais pas, en général 3-4 pages, on lui dit... Là, il sent peut-être s'il y a un potentiel commercial, si ça lui plaît, j'en sais rien. Ouais. Et puis après, on développe un petit peu, on fait un traitement. C'est plutôt 25 pages, on va dire. Et là, c'est plus détaillé. C'est l'histoire, mais presque comme on raconterait le synopsis d'un livre. C'est pas vraiment... Et après, on fait un séquencier. Alors là, là c'est la partie un peu plus, laborieuse. Mais en même temps, c'est vraiment très marrant parce qu'on on met des grands post-it et puis on écrit petit à petit le film. Quand même, on sait déjà un peu où on va, on a la fin, les grands axes, etc. Mais on cherche des choses, des détails, etc. Puis à un moment, on a tout le film autour de soi. Par exemple, dans cette pièce, on aurait quasiment tout ça. Et là, on a le film le plus construit, le plus précis possible. Et après, il y a les dialogues qui sont la dernière étape. Et pas forcément... ça demande beaucoup de talent, les dialogues, mais c'est pas forcément le plus inquiétant d'un certain côté parce que quelque chose est trouvé, quoi, déjà. Et ça, on le voit dans le séquencier ou même dans le traitement. Est-ce qu'on a une bonne histoire? Est-ce que ça se sait assez vite, quoi?
Et donc là, tu disais que tu utilisais un grand tableau, par exemple, Voilà. ou enfin, on va dire des murs, où Voilà. tu mets des post-it. C'est comme ça que tu structures scénario. Pour avoir le film un peu, Ouais. pour le voir, et puis presque on peut le vivre en le relisant comme ça d'un coup, et on peut presque l'imaginer physiquement, on va dire. Si on peut retarder au maximum le moment de l'ordinateur, moi je pense que c'est bien. Mais bon, ça c'est mon point de vue à moi. Parce que l'ordinateur, on a tendance à être un peu le nez sur le guidon. Et moi je préfère garder toujours l'idée qu'on peut imaginer, changer des trucs, que rien n'est... Plus on avance dans le processus d'écriture, et plus ça devient compliqué de changer des trucs. Parfois on se bloque sur des trucs qui sont très simples, mais simplement parce qu'on n'a pas c'est pas le recul, mais disons la liberté ou la folie de couper, de changer même d'histoire, de partir sur un autre truc. Et alors justement, donc c'est comme ça que tu structures, on va dire, ton scénario. Mais qu'est-ce que c'est une structure scénaristique ? On parle beaucoup de ça. Ouais. Et par exemple, William Goldman dit le scénario, c'est que de la structure. Donc c'est quoi pour toi une structure, la structure scénaristique ? La structure scénaristique, ouais, c'est vrai que c'est la grande partie du scénario, enfin d'un certain type de film, hein, parce que là on parle quand même des films justement où le scénario a quand même son rôle à jouer. Parce que par exemple, le jour je voyais L'Enfance nue de Piala, et je suis pas sûr que la structure dans L'Enfance nue de Piala soit fondamentale. C'est quelque chose d'autre, ça se passe ailleurs, etc. Mais quand on parle de comédie, oui, la structure c'est important. En fait, ce qui est assez difficile dans la structure, c'est que déjà, il y a ce qu'on appelle, il faut quand même qu'on présente les gens, et surtout la question centrale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que le spectateur va être convoqué ou pas dans l'histoire, qu'est-ce qu'il va vouloir savoir, comment on va éveiller son intérêt. Et puis ensuite, la structure, c'est comment on va jouer avec son intérêt le plus longtemps possible, en lui donnant à la fois des trucs, mais pas trop, pour qu'il continue d'avoir envie de regarder. Et à la fois, il faut le surprendre, parce que c'est quand même ça qui est amusant, c'est de détourner un peu ses attentes, etc. Mais pas l'égarer non plus en étant complètement... Et donc ça, c'est un travail... C'est là où on peut parler d'artisanat, on va dire que c'est quand même assez empirique. Et par moments... C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai rencontré un type, un grand acteur, qui m'a dit, moi, avec Machin, ce qu'on fait, c'est que dans un scénario, on enlève la scène la plus importante, on la sort du film, et finalement, après, ça fait que le film, il tourne tout seul. Et il y a quelque chose d'assez juste là-dedans, sur, on va dire, le scénario secret, quoi. Et la structure, on peut dire que ça développe cette espèce de récit, mais qui est, en fait, le vrai sujet, c'est comment on joue avec le spectateur, et comment il faut l'impliquer très vite dans l'histoire. Ça, c'est vraiment le plus difficile pour moi, c'est comment est-ce qu'on l'amène assez vite là-dedans. On lui donne des clés, on lui dit qu'est-ce qu'il a envie de savoir, qu'est-ce qu'il veut attendre, etc. Et puis après, si jamais on est trop linéaire, il s'attend à tout, il va commencer à s'emmerder. Ouais. Et donc, voilà, ça c'est vraiment le jeu difficile. Et c'est souvent dans l'acte 2 que ça se passe d'ailleurs. Moi, je dirais que pour moi, la structure, c'est ce qui se passe entre acte 2 et 3. C'est là où c'est le plus difficile. Le nœud dramatique, de mettre en place. Là, c'est-à-dire ce qui va orienter vers la résolution. Tout ce qu'on capitalise sur l'histoire, et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on... Ouais. Mais tu dis voilà, on essaye d'éviter d'être linéaire, c'est ça ? Mais ça veut dire quoi, être linéaire dans un scénario, par exemple ? Eh bien, être linéaire dans un scénario, ça veut dire finalement proposer des solutions et puis les mettre en œuvre à peu près comme on les a dites. Quand on s'attend trop à ce qui va se passer ? Oui, bon, ça c'est le premier truc du linéaire, mais après c'est presque aussi dans le développement de l'histoire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de films, c'est pas pour ça qu'on les regarde sans déplaisir, on peut les aimer aussi, mais disons que tout est un tout petit peu balisé, et même parce qu'ils appartiennent à un certain genre, etc. Alors que et c'est pas mal d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut être pas simplement nouveau, mais comment est-ce qu'on peut être... déjouer les attentes des spectateurs. Ouais, déjouer, par exemple, la fin de En Liberté, ça a été un vrai truc... oui, on s'y attend pas forcément. De trouver ça. Nous, on avait tout de suite l'idée qu'il faut absolument qu'il fasse le crime pour lequel il a été condamné, parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir réparer l'injustice. Mais en même temps, c'était assez compliqué de l'amener, comment, etc. Et finalement, on peut y passer des siècles sur cette histoire de fin. Et voilà, moi, ce que j'ai remarqué aussi dans les comédies, c'est que, je parle de moi, là, c'est qu'on a tendance justement à la rendre un peu crépusculaire à la fin, parce qu'il s'agit de la résolution, etc. Et là, l'idée, c'était de garder de l'énergie, de l'humour sur la dernière partie. Et ça nous a demandé
presque un travail d'artisanat où on essaye beaucoup de trucs et puis on laisse passer une journée, on revient le lendemain, on dit ouais, bon. Et alors donc pour structurer tes scénars, comment tu développes tes personnages? Est-ce que tu leur crées un passé? Est-ce que tu fais une biographie de chaque personnage par exemple? Non, malheureusement, non. C'est con parce que... C'est peut-être plus un truc de scénariste de série télé? Ouais, je pense que c'est... Oui, c'est ça. Dans les Bibles, il y a beaucoup ça. Et moi, j'ai pas une grande expérience d'aujourd'hui. Moi, je faisais des séries, mais quand c'était pas vraiment l'âge d'or de la série, c'était quand même des trucs assez basiques. Donc, il y avait des traits de caractère, etc. Mais je dirais qu'un personnage, dans ce qu'on essaye de faire, c'est plus... c'est pas vraiment une biographie. À 12 ans, il a fait ceci. C'est presque une métaphore. Par exemple, dans Hors de prix, Audrey Tautou, elle dit j'aime pas le caviar, mais je me force parce que je me dis qu'un jour j'aimerais ça. Ouais. Ben là, on se dit tiens, on a une petite métaphore et finalement, on a un personnage. On comprend le personnage. Par contre, il y a des trucs, c'est surtout sur son désir fort qu'on essaie de structurer le personnage. On se dit là, bon, elle couche avec des vieux parce qu'elle a besoin d'argent, mais qu'est-ce que c'est dans le fond ce qui la meut? C'est pas qu'elle a peur de manquer, c'est qu'elle a peur de l'inconfort, de pas être... C'est une angoisse plus que de la vénalité, etc. Et ça nous aide à... Mais on s'est jamais dit... peut-être que ça nous manque d'ailleurs à certains moments, on s'est jamais dit, tiens, à 25 ans, elle s'est fait violer par un tel, je sais pas quoi. Oui, c'est ce qu'il a... Voilà. Ouais. Et ça, c'est peut-être la différence de la série au cinéma, c'est que le cinéma, il y a pas beaucoup de temps, on va dire, pour développer un personnage. Alors qu'une série, ça peut se passer. Dans la série, il suffit qu'un adjectif sur une Bible, ça peut donner un épisode, et tout d'un coup, on peut aller fouiller, etc. Ouais. Tandis que là, nous, on est quand même dans une volonté forte, on va dire, du personnage, et c'est plus ça qui structure le truc. Mais par exemple, trouver un personnage, pour nous, c'est plutôt... par exemple, on se dit, voilà, on a une femme qui... On lui dit je viens te voir tout à l'heure et elle te répond oui, alors pour venir chez moi tu prends le 64, tu changes de tel endroit. Elle a un mode d'emploi pour toi tout près. Voilà, et on dit tiens, ça c'est un personnage, c'est quelqu'un qui sait pas mieux que toi, mais qui veut te délivrer le mode d'emploi. Et hop, on dit ça y est, on a un personnage. Ben, cette femme-là, on va dire voilà, qu'est-ce qui pourrait lui arriver le pire? Et là, on commence à construire l'histoire en disant bah voilà. Donc pour trouver vos personnages, vous écrivez un petit peu des dialogues au préalable avant de vous lancer dans l'écriture, on discute, un petit peu. Voilà, on discute et puis on parle aussi des gens qui nous entourent beaucoup. Ouais. En fait, on puise pas mal dans les gens qui sont autour de nous. C'est pas des gens qui tombent comme ça en se disant voilà sur ces personnages forts qui ont tendance. Pourquoi est-ce que les gens comme ça qui ont personnages assez forts, qui ont tendance à délivrer les modes d'emploi, qui savent un peu tout, finalement ils sont assez malheureux, assez seuls, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu pour les autres pour rentrer dans leur truc? Et et tout ça on se dit voilà, on va avoir une évolution, une courbe qui fait qu'on va pouvoir l'amener quelque part, mais c'est vrai que par exemple là c'est le De vrais mensonges qu'on avait écrit avec Pierre, ça commence, il y a une fille qui elle tient un salon de coiffure, Audrey Tautou, et elle lui dit non, ne me coupez pas ma mèche, et clac, elle la coupe quand même, elle lui dit mais ça... Et là, tout de suite, voilà, on a le personnage. C'est une toute petite métaphore, mais on se dit voilà, elle, on sait, c'est pas de la biographie, mais on a un tout petit acte comme ça qui est posé, mais qui finalement la définit comme un peu vision du monde, ce qu'elle attend, etc. Et bien cette fille, elle veut faire le bonheur de sa mère, et puis dans le fond, elle va se rendre compte. Enfin bon, après c'est toute une histoire, mais ça nous aide, disons, à construire de la comédie, ça. Donc c'est pas vraiment des biographies. Ouais. D'accord. C'est presque schématique, un peu. Enfin c'est pas, mais c'est 2-3 traits de caractère en fait. Ouais, mais qui définissent et qui vont créer du conflit surtout. Voilà, c'est surtout ça qui est important, qui vont créer des trucs où c'est un peu l'histoire de Mickey qui va chercher avec le balai qui se démultiplie, etc. Il faut que ce petit trait de personnage qu'on a nous aide à construire de la comédie, des situations et emmène le film le plus loin possible. Voilà, c'est surtout ça qu'on essaye de faire. Je voulais parler donc du film de Laurent Turner, Radin. Voilà, ça c'est typiquement... Bon, ils se sont dit... Je sais pas, bon, effectivement, au début, il y a un tout petit truc sur sa biographie, c'est pas tout ça, mais c'est presque une illustration maligne, etc. Mais finalement, tu te rends compte que Molière, ça ressemble beaucoup à ça, c'est un adjectif qui donne un film, et finalement, cet adjectif, radin, il va structurer tout le film, et ça suffit largement pour créer du conflit, de la comédie,
de l'inattendu, etc. Et donc, d'un certain côté, par rapport au drame, entre guillemets, tu vois, cette histoire de biographie de personnage, c'est plus un trait quoi, de caractère. C'est avec ça qu'on va faire de la comédie, plus qu'un matériau biographique. Voilà. C'est juste. Ouais, en tout cas pour la comédie. Pour la comédie, voilà. Ouais. D'accord. Et alors, quelle est ta journée type de scénariste quand tu t'assois à ton bureau Est-ce que tu y passes toute la journée Est-ce que tu te fixes un objectif, par exemple, par jour, de pages à écrire ? Non, c'est plutôt qu'on sait qu'à un moment, il faut rendre quelque chose à un producteur. C'est surtout ça l'objectif. Mais non, moi, un bon conseil, c'est de voir des films, parce qu'on a toujours tendance à se dire merde, il faut qu'on travaille, machin. Mais même quand on est à plusieurs, et finalement, on perd jamais son temps à regarder des films, des vieux films, prendre un peu des chemins de traverse comme ça pour revenir sur son propre. Par exemple, nous, ça nous arrive de regarder des Lou Beach, des vieilles comédies, etc. Puis, je dirais pas que ça nous. C'est pas comme si on allait piquer des trucs dedans, mais finalement, ça vous inspire. Ça nous enchante sur l'idée de ce qu'on fait a de la valeur, a du prix, ça nous intéresse, ça nous amuse, parce qu'on peut faire des choses aussi belles que ça. Et c'est surtout une histoire d'énergie, le scénario. Pour ça que tous les jours, c'est bien de. C'est vrai que c'est un peu une pratique, et quand on est scénariste entre guillemets professionnel, on fait ça tout le temps. Ouais. Mais voilà, moi, m'en veux d'avoir été trop, centré sur le travail, alors que parfois on ferait bien de s'arrêter, de faire rentrer un peu du neuf dans son regard. Et combien de temps en moyenne, tu dirais, tu mets pour écrire une V1, admettons ? En sachant que tu as déjà eu l'idée du film. Mais voilà, il faut que tu délivres une V1, en moyenne, à peu près combien de temps ça prend ? Je sais pas, je dirais 1 an. 1 an ? Ouais, pour que ça soit vraiment bien. Après, il y a des gens avec qui ça va très vite. Je me souviens qu'avec Anne Fontaine, on avait mis 3 mois. J'avais écrit La fille de Monaco avec elle, et entre le traitement et le scénario, on avait mis 3 mois. Mais on se voyait tous les jours, mais ça allait assez vite. Là, c'était pareil, on avait cette idée d'un personnage. C'est pas monté dans le film, mais voilà, c'est un type qui parle beaucoup, mais il n'arrive pas à conclure avec les filles. Au moment où il embrasse la fille, ça s'arrête. Voilà. Et donc, on s'est dit, voilà, ce type-là, une fois qu'on a ça, on se dit, tiens, quel est le pire qui pourrait lui arriver ? Quelle est la chose la plus drôle ? Et tout d'un coup, c'est de tomber dans une passion sensuelle avec une fille qui le déborde complètement. Mais ça suffit pas. Ça, c'est juste un duel. Ouais. Et souvent, ça passe par un troisième. C'est marrant, hein, c'est souvent ça. Et on s'est dit, bah voilà, tout d'un coup, il y a un garde du corps qui est là et qui l'adore, qui le vénère, etc. Et qui va faire la connerie de supprimer cette fille parce que le mec n'arrive plus à vivre. Et voilà. Bon, on a ajouté un conflit. Voilà, on a une fin. Après, peut-être un peu sombre pour ce film, mais et ça peut prendre 3 mois ou alors 1 an, mais c'est vrai que c'est long. Je sais pas si ici à cette place, il y a des gens qui arrivent à écrire des films. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont le scénario facile et qui sont capables d'écrire très vite. Moi, je dirais que le plus dur, c'est de continuer à croire à son truc, et c'est ça l'ennemi du scénariste, et à la fois son allié le plus précieux, c'est le doute. Et le fait de est-ce que ça va intéresser quelqu'un Alors après, quand on sort d'un four, c'est encore plus difficile parce qu'on se dit merde, on est fragilisé, etc. D'ailleurs, c'est pas le plus mauvais moment pour écrire des bons scénarios. Et parfois, quand on sort d'un truc qui a bien marché, c'est là où on se dit bon, on peut tout faire et peut-être qu'on peut se perdre un peu dans les. Mais c'est surtout ça, c'est pas la vanité au sens des paillettes, etc. Mais le fait que c'est peut-être vain et ça, c'est quelque chose qui peut terrasser même un duo de scénaristes pendant 2 semaines. Ou alors on est bloqué sur une idée et là, on peut venir tous les jours dans un bureau comme ça et puis ça ne va pas avancer. Et là, souvent, il y a un truc assez dur à gérer, c'est que le réalisateur commence à avoir une sorte de défiance en disant merde, ça va pas avec lui. Et on sent que le truc Et voilà, ça. Et la confiance est le truc le plus important, je pense, entre les auteurs et les réalisateurs. C'est une fois que la confiance est brisée, le truc est foutu parce que dès qu'on est dans un truc où il y a de la défiance, on va plus vouloir donner vraiment, on sait plus très bien quoi donner. Et d'ailleurs, je remarque que les grands producteurs, c'est quand même des gens qui donnent confiance et qui disent on va aller au bout, alors qu'il y a un moment où vraiment on est très fragile dans un scénario, on a un traitement, on se dit ah ouais, on a l'impression que ça n'a pas de relief, que c'est plat, etc. Et puis après il va y avoir quand même un film drôle. Et souvent le producteur, c'est pour ça que tout cet échange d'énergie, un peu de gaz comme ça entre des gens qui sont autour d'un film,
c'est pas rien de trouver des associations qui matchent, enfin qui s'entendent et qui se font confiance, quoi, on va dire. Et d'ailleurs, toi, on va dire que tu es un petit peu le scénariste attitré de Pierre Salvadori, parce que tu as écrit 5 films avec lui, il me semble. Voilà. Comment tu l'as rencontré, en gros, et pourquoi tu es devenu, entre guillemets, son scénariste attitré? Je sais. On rappelle les films que tu as coécrit avec lui, il y a De vrais mensonges, voilà, De vrais mensonges, Hors de prix, Après vous et En liberté. Et j'avais travaillé un peu dans la cour, mais bon, le scénario était fini. Mais je sais pas, c'est comme une entente, hein, et c'est aussi le plaisir qu'on a à être ensemble. Mais comment tu l'as rencontré, lui, par exemple? Je sais plus. C'est lui qui a fait appel à toi? Non, on s'est rencontrés. C'était ma femme qui me l'a fait rencontrer, qui l'avait rencontré au Japon, un truc comme ça. Et puis, en parlant, il m'a dit, mais il travaillait sur Après vous, il avait du mal à s'en sortir, etc. Il a dit, mais pourquoi on n'essaierait pas, etc. Et j'ai un très très bon souvenir de cette. On était vraiment super contents de se trouver parce qu'il y avait quelque chose qui collait bien entre nous. On va maintenant un peu plus parler du film En liberté. Ouais. Ok. Dans la plupart des films que tu as écrits, on retrouve souvent des éléments d'un sous-genre de comédie qui est la comédie, la screwball comedy. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la screwball comedy? Et est-ce que d'ailleurs ce genre-là, il est conscient chez toi ou chez Pierre Salvadori par exemple quand vous écrivez le scénario? Écoute, là pour celui-là, on avait envie que ça soit. Qu'est-ce que c'est la screwball comedy? Là, dans le cas d'En liberté, en fait, l'histoire est assez forte, il faut dire ça, la screwball comedy, et ça veut dire que le comique ne va pas être simplement un comique de situation, mais aussi un comique d'énergie, de folie, d'emballement, etc. Et un comique physique, tu vois, ça c'est vachement important. Du burlesque donc. Du burlesque, du loufoque, voilà. Et c'est vrai que là, si tu veux, parce que finalement le pitch il était assez compliqué, hein, dans Liberté. On se disait tiens, alors moi j'avais raconté à un copain, il m'a dit mais t'es sûr que c'est un sujet de comédie et tout ça? Mais oui, parce que en fait une fois qu'on les lâche dans la nature, il est capable de tout, le héros, il a une colère, etc., qui fait que parce qu'on avait écrit un film qui était plus une pièce de théâtre comme ça, et je sentais que Pierre était un peu frustré justement il avait envie de mouvement, d'action, de faire un film un peu plus punk, un peu plus rock'n'roll, un peu plus débridé, quitte à parfois à sortir un peu des clous, etc. Ouais. Mais il avait envie de réinjecter quelque chose de moins tenu, moins construit, moins... Et même si c'est quand même un film qui est assez travaillé, on va dire. Mais, et donc voilà, c'était ça, c'était surtout l'idée de se réserver une histoire qui en a sous le pied pour les personnages, pour la folie des scènes, pour ne pas se brider. Voilà, ne pas se brider. Ouais. Et c'est vrai que dans le film, il y a un truc qui est en plus, c'est que donc il y a une histoire qui est racontée par cette mère à son fils, et qui est finalement en fait le vrai sujet de l'histoire. C'est-à-dire qu'est-ce que tu racontes à tes enfants comment tu leur apprends que le monde n'est pas si rose, et comment qu'est-ce que tu peux transmettre à tes enfants sur ta propre inquiétude du monde sans les affoler, etc. Et donc il y avait cette idée de plusieurs récits comme ça où la figure du père est petit à petit abîmée, presque de façon catastrophique, pour finalement réussir à faire en sorte que l'enfant fasse la paix avec son père. Et ça, c'était vraiment le truc marrant à faire, parce que tout d'un coup il y avait un genre dans le genre, et aussi c'était une façon pour nous de raconter comment la fiction finalement t'aide à être élastique avec ce qui se passe, et à supporter, à encaisser les chocs, à repartir, etc. Mais ça, c'est une idée que j'ai adorée dans le film, justement, c'est de montrer que voilà, la fiction sera toujours plus belle que la réalité, le fantasme, etc. Et il y a d'ailleurs une scène qui est magnifique, j'ai trouvé, c'est la scène où Pio Marmaille donc, sort de prison, vient retrouver Audrey Tautou, et elle lui demande de ressortir de la maison pour re-rentrer, refaire en fait une entrée plus mise en scène, plus poétique, plus comme on voit dans les films, on va dire, plus émouvante. Et je trouvais cette idée hyper poétique, hyper touchante en fait. C'est ça, c'est un peu le genre du film. En fait, voilà. Mais alors par exemple ces idées un peu poétiques, voire même philosophiques, est-ce qu'elles sont... est-ce que vous les trouvez avant même de vous lancer dans l'écriture du scénario, ou alors est-ce qu'elles viennent naturellement, est-ce qu'elle s'impose d'elle-même quand vous êtes dans l'écriture du scénario? J'ai l'impression que tout ça c'est assez organique, c'est pour ça que ça prend pas mal de temps, mais finalement cette idée de la fiction, de refaire, etc., c'est vrai que c'est pas pareil.
On avait vu un truc où je sais pas, un film américain où le mec rentre dans la chambre d'hôpital et sa femme a un bébé. Il est super content, super heureux, etc. Puis il y en a un autre qui filme. Et donc il lui parle, il est émerveillé par ce qui s'est passé, etc. Puis tout d'un coup, le mec qui filmait, il disait « Ah merde, j'ai pas appuyé sur play, tu peux recommencer ?» Et là, tout d'un coup, on se dit « Mais c'est génial, c'est ça le cinéma, c'est ce truc-là que tu dois refaire. » Et peut-être que après, c'est l'illusion du cinéma, on le voit pas quand on est dans une salle, on a l'impression qu'ils vivent tout au présent, etc. Mais en fait, le scénario et le film, c'est beaucoup ça. Et ça raconte beaucoup ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va refaire cette scène en gardant la même, je dirais même pas fraîcheur, mais le fait que les gens découvrent toutes ces émotions qui leur arrivent. Et le cinéma et le scénario, surtout, c'est beaucoup ça, quoi. C'est beaucoup maintenir ça vivant. Ouais. Bah, j'ai trouvé que c'était une mise en abîme en fait d'un film. Enfin, comment dire, vu que quand on fait un film, on doit refaire sans cesse la même scène jusqu'à la perfection. Ouais. Et ben là, c'était un peu ce que demandait le personnage d'Audrey Tautou. Exactement. Elle attendait ce moment depuis des années. Elle voulait qu'il soit parfait, donc elle lui demande de rejouer la scène. C'est très drôle. Je trouvais ça une idée très drôle, quoi. C'est peut-être la première prise qui est la meilleure malgré tout. Au final, c'est quand elle est surprise. La plus sincère. Mais tu vois, dans le film, il y a plein de moments comme ça. Il y a cette espèce de psychopathe qui lui raconte des trucs terribles, qu'il a coupé la main il l'a dans son sac, etc. Puis le flic ne l'écoute pas. C'est beaucoup là-dessus, en fait, tout le film, l'air de rien. Sous un côté comme ça, un peu débridé et tout ça, il y a plein de... Ouais, alors ça, j'ai adoré. Ouais, ça, Et c'est vrai que ça, c'était... Alors ça, c'est vraiment un truc qui était propre à tout ça, c'est possible à partir du moment où on dit très vite. C'est pour ça qu'on parlait de l'exposition au début, parce que exposer au début, c'est pas simplement dire voilà, c'est l'histoire d'un tel, etc. C'est dans quel film tu es arrivé, toi, spectateur. Est-ce que c'est un film où tu vas pouvoir croire qu'un psychopathe se confesse devant un flic et que le mec l'écoute pas parce qu'il est amoureux d'une fille? Oui. Et ça, si tu fais ça dans, je sais pas, dans un thriller, non, ça passera pas. Ça passera pas. On dira, mais attends, c'est quoi ce délire, etc. Donc, oui, là, tu veux dire que dans le genre de la comédie, on peut se permettre. Ou dans le genre de la comédie, ou dans le genre de ce film-là, parce que chaque film crée un peu son genre. Et là, c'était un peu le ton, si tu veux. Et pour ça, c'est vrai que le fait que ça commence par cette histoire comme ça, où il saute d'un étage, il dit ah ouais, je me suis foulé le poignet, non, je déconne, etc. Ouais. On se dit bon, voilà, on est dans une fausse comédie policière, et en fait, le sujet n'est pas là, quoi. Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce que dans un scénario, si la scène est drôle, est suffisamment drôle, est-ce qu'on peut passer outre la crédibilité? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Tu vois, des fois, voilà, par exemple, cette scène avec justement le gars qui vient. C'est un running gag d'ailleurs dans le film, où le gars revient sans cesse au commissariat pour dire qu'il a découpé sa famille en 1000 morceaux et personne ne l'écoute. Ouais. C'est très drôle, mais c'est vrai que c'est peu crédible. Ouais. Mais du coup, voilà, comme c'est drôle, on a envie d'y croire. Est-ce qu'en gros, voilà, si c'est drôle, on peut se permettre de pousser le curseur un peu plus loin. Ça, c'est un truc qui est peut-être qui différencie aussi le cinéma entre guillemets comique du cinéma réaliste ou dramatique. C'est que il faut quand même embarquer le spectateur dans une certaine vraisemblance, mais qui est plus affective ou presque stylistique, j'ai envie de dire, que calquée sur le réel, etc. À partir du moment où il va sentir une émotion, c'est gagné. Même si jamais, effectivement, c'est pas possible dans la réalité qu'on ait une histoire comme ça, etc. En fait, on s'en fout un peu à partir du moment où le film il t'embarque dans un univers où on se dit que la vraisemblance est plus importante que la vérité, ou du moins les sentiments, l'affect va être plus fort que est-ce que oui ou non c'est possible. Ouais. Je pense par exemple à la scène de Chaplin, je crois, qui est dans les temps modernes, où il fait du roller, du patin, et on a du mal à y croire qu'il ne tombe pas de ça, mais c'est tellement drôle que en gros ça passe. En gros on a envie d'y croire en fait, parce qu'on a été cueilli peut-être par cette émotion et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, dans En Liberté, le tout début du film, ça commence par une très grosse scène d'action. On va dire, scène d'action policière à l'américaine. Dans le scénario, comment c'était écrit? Enfin, je veux dire, est-ce que vous écrivez chaque détail de cette scène d'action? Comment on écrit une scène d'action, en fait? Est-ce qu'on écrit vraiment tout ce qui se passe, toutes les... il tend son poing, cascade... vraiment tous les détails de l'action, ou alors on met juste scène de bagarre et le réalisateur se débrouillera à la mise en scène. Non, là il n'y avait pas marqué scène de bagarre, parce que
Non, il y avait quand même 2-3 détails qui sont dans le truc quand il prend le machin sur la tête, etc. Ouais, le plaque. Mais c'était écrit peut-être, on va dire 3/4 de page, de telle sorte qu'on se dise au bout d'un moment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas le mec, il saute de là, il tombe dans sa voiture, il se fait pas mal, qui c'est ce super-héros? Donc à un moment, il faut qu'on se dise, tiens, il y a un truc bizarre, et en fait, qu'est-ce qui est bizarre? C'est que c'est une histoire qui est racontée à un enfant. Il fallait que ça soit possible, et donc pour ça, il fallait détailler au moins ça. Ouais, il faut détailler, d'accord. Voilà, il faut quand même détailler ça. Après, c'est beaucoup, il a fait ça avec... des cascadeurs qui sont des pros, qui ont fait des Jason Bourne, des je sais pas quoi, etc. Ouais. Donc après, il y a la partie concrète qui l'emporte sur le scénario. Oui. Mais disons que les 2-3 trucs saillants pour qu'on se dise, ouais, c'est un peu bizarre, c'est peut-être presque, c'est un super-héros ce type, c'est pas possible. Oui, quand il saute du 5e étage. Et ça, c'est typiquement un truc de scénario. Il y a une intention dans le scénario et il faut quand même la mise en scène le chope, sinon après le film il a du mal à s'en remettre. Si on se dit, bon, bah, c'est une scène d'action comme dans un Jason Bourne, c'est un peu ça d'un certain côté, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui dise tiens, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu, qui nous fait tilt. Et alors il y a une thématique qui traverse tout le film, c'est le sadomasochisme. Et donc c'est une thématique qui est liée avec le personnage de Pio Marmaille. Qui a eu en gros qui a eu l'idée de cette thématique et pourquoi avoir pourquoi avoir exploité cette idée-là du sadomasochisme. Tu vois, c'est en fait tout ça, c'est l'histoire qui génère tout ça. C'est l'idée de départ, c'est-à-dire on est les gens à qui les autres aiment faire du mal et ces deux-là, dans le fond, ce sont deux victimes, quoi. Lui, il a fait 8 ans de prison pour rien, et elle a passé 8 ans avec un ripou sans le savoir. Et comment est-ce qu'on fait pour aller... Alors on se disait, c'est tout con, c'est les trucs de scénario en fait. On se disait, à un moment il faut qu'ils puissent s'extraire de Marseille, ou de cette ville, La Ciotat, etc., où ça se passe. Et où est-ce qu'ils pourraient aller se cacher? Alors chez l'un, chez l'autre, non, c'était compliqué. Puis on cherchait un lieu. Et dans le fond, cette idée du donjon, c'est encore une métaphore, ça raconte, ça prolonge un peu le truc. Et dans les versions de scénario, au début, il existait ce donjon, il était là. Et en fait, on s'est dit c'est beaucoup plus marrant de ne pas le montrer au début et de le découvrir après. Et ça fait partie de sa frustration. Il y a aussi un truc sexuel marrant, ça fait partie aussi de ce plaisir. Comme ça, elle, au début, elle est attachée par son collègue Damien Bonnard, donc l'attache, et elle ne peut pas intervenir dans ce donjon. Elle l'entend que par l'oreille, et elle imagine, elle rêve ce truc-là. Et après, finalement, on va découvrir avec l'histoire quel était cet endroit. Donc c'est un endroit de sadomasochisme. Elle enlève les scotch, etc. Elle rentre et là on découvre ce truc qui finalement c'est presque, ça fait partie de la stylisation du film, c'est-à-dire c'est son univers, mais c'est vrai que ça va bien voilà un truc qui raconte aussi, qui fait on se détache du réel, ce qui nous intéresse c'est autre chose. Et parce que d'un certain côté c'est une façon de théâtraliser le sexe, c'est quand même assez marrante, quoi. Et c'était bien pour eux deux aussi que ça se passe comme ça. Ça raconte quelque chose thématiquement sur les personnages. Aussi c'est qu'on avait besoin qu'il arrive masqué, tu vois, c'est tout con, hein. On s'est dit comment le justifier, voilà. Et pour que ça soit marrant, il y avait cette idée qui était l'idée de Pierre qui était vraiment drôle, c'est qu'il parle avec un vocodeur, donc on ne reconnaisse pas sa voix. L'image du mec qui arrive avec des cornes, qui reprend le taxi, tu vois. Ça, c'est très drôle. Et quand il fait le braquage, le fait que tout d'un coup on retombe sur le thème de la fiction, c'est-à-dire avec les gens qui regardent, les gardiens qui arrêtent de manger du popcorn, mais quoi, ils vont pas s'embrasser. Tu vois, l'air de rien, ce film sous un côté un peu... Oui, voilà, par exemple, cette ça scène, raconte ce truc, voilà. On aurait du mal à y croire, oui, bien sûr. Dans un drame. Mais là, oui, ça passe nickel. Ils auraient fait intervenir les flics tout de suite, etc. Voilà. Mais là, en fait, voilà, la situation, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, la situation est tellement drôle que ça vaut le coup de passer outre la crédibilité, c'est ça que je veux dire. Des fois, ça mérite de rêver, en fait. Là, on s'est dit, bon, nous, la question de la vraisemblance, c'est vraiment pas notre truc. Mais par exemple, là, l'idée de comment elle fait l'aveu... c'est tout con, mais les flics, elle les a dans l'oreille, tu vois. Ça va vachement vite dans le scénario. Et le scénario, moi je l'ai vu 100 000 fois le film, donc après on s'habitue à tout, mais la première fois quand on le voit, on se dit, ouais, le film il avance très très vite. Il y a 3 actes comme ça, mais je les ai dans l'oreille. Voilà, ça c'est une idée qui nous a pris du temps, tu vois, comment il va le révéler, est-ce qu'il le fait
là, au moment du braquage, etc., et avec toute cette dimension un peu dingue du vocodeur, les mecs qui regardent, et qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? On gagne une sorte d'ironie, si tu veux, mais qui est assez tendre, en fait, sur ces deux-là, des autres qui regardent et qui ont un plaisir à ce spectacle, et qui est peut-être le même plaisir que le spectateur, espérons, à voir le film. Et donc tout ça, c'est un peu des boîtes qui se... Voilà. C'est pour ça que ça nous demande du boulot. Ah ouais. Et alors, je voudrais juste faire une petite expérience, en fait, te donner en fait, une idée que j'ai eue quand j'ai vu le film. Au tout début, donc on voit le personnage donc, de la fille menottée au volant de la voiture pendant que les policiers investissent l'immeuble. Et donc elle est toute seule dans la voiture. Et au bout d'un moment, on voit un sadomasochiste sortir de l'immeuble. Et donc là, j'ai pensé, je me suis dit, ça se trouve, le film va aller dans cette direction. C'est-à-dire, le sadomasochiste va rentrer dans la voiture, s'enfuir avec elle, puisqu'elle est menottée, il n'a pas les clés, elle est menottée au volant. Et tout le film, ça va être un road trip entre ces deux personnages complètement opposés, mais qui vont devoir quand même se parler, s'apprendre des choses, etc. Cohabiter ensemble le long de... tout le long de ce trajet, et voilà, ça va être ça le film, et un petit peu comme je sais pas si tu avais vu le film Un ticket pour deux, voilà, ce genre d'histoire, quoi. Est-ce que par exemple ça c'est une bonne idée de scénario? Est-ce que ça aurait pu être une bonne idée pour toi? Tu as le droit de dire que c'est nul, hein. Non, je dis pas ça. Je dis pas que c'est nul, pourquoi pas, mais tout d'un coup je me dis tiens, voilà, il faut parler d'autre chose, il faut comprendre c'est un autre film et tout ça. Nous, on savait vraiment où on voulait aller, etc. Non, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de scénario. Pourquoi pas? Ça peut être vachement drôle d'avoir une femme flic liée avec un mec, un bandit, on va dire. Un bandit, ouais. Ça aurait pu être un bandit ou quelqu'un. Mais tu vois là, typiquement, on se dit bon, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire à la page 50, quoi? Qu'est-ce qui va se passer Et voilà, cette histoire du troisième acte, il faut en avoir sous le pied et ça, c'est vraiment... voilà. Il faut, est-ce que, il faut pas... Donc en fait, quand on pense à une idée, il faut quand même tout de suite réfléchir au dénouement, au troisième acte, alors. Rapidement, quoi, pour savoir où est-ce qu'on va. Il faut qu'il y ait un truc marrant et ironique dans l'idée. Là, on va dire que c'est une opposition de caractère, tu vois, c'est un buddy movie entre une flic et un... mais alors... Après, il faut dire, alors attends, comment est-ce qu'on pourrait... Alors, mettons plutôt qu'à un moment, cette flic cache le mec chez lui, mais qu'elle a plutôt une famille assez posée, etc. C'est pas une veuve, tu vois. Enfin, je sais pas. Et trouver des choses qui vont créer du conflit de la fiction pour que ça soit... qu'est-ce qu'elle va découvrir et vers quoi elle va aller, tu vois. Alors, je sais pas si les personnages comprennent vraiment des trucs sur eux-mêmes à la fin des films. Parce que dans ces bouquins de scénarios dont on parlait au début, il y a beaucoup ça sur la révélation, la fameuse révélation à la fin, le personnage comprend un truc. Appris quelque chose sur lui-même. Ouais. Alors là, je sais pas, est-ce qu'ils comprennent, non, mais disons qu'ils traversent quand même, ils arrivent à sortir d'un moment difficile qui est cette injustice, etc. L'un et l'autre, on a l'impression, on imagine qu'ils vont être plus aptes. On va dire qu'ils trouvent la paix en eux-mêmes. C'est ce que leur a permis toute cette histoire, en traversant toute cette histoire. Et alors, on dit souvent que la comédie, c'est le genre le plus dur à écrire, par rapport au drame, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, pourquoi c'est dur? Écoute, moi j'ai fait un film avec Catherine Corsini, j'en ai fait 2, mais il y en a un qui s'appelait Trois mondes, et qui n'était pas une comédie, c'était hyper dur à écrire. C'était... Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'accord. Je trouve ça, tout est difficile, ou pas, mais c'est pas parce que c'est de la comédie que c'est plus ou moins facile. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui n'est pas drôle, c'est quand même un phare, quoi. Ça, c'est... Alors que peut-être ce qui n'est pas émouvant aussi, c'est un phare, mais je pense que c'est... Non, c'est pas forcément facile d'être émouvant aussi, comme d'être drôle. Mais tu vois, moi, par exemple, là, à Cannes, donc on était à Cannes avec ce film, et il y avait plein d'autres films, j'en ai vu quelques-uns, etc. Et en fait, moi, j'étais assez ouvert à... Je suis pas tellement, un militant de mon propre truc, quoi. Par exemple, il y a un film sur un mec qui va faire une enquête sur un milieu, tu vois, et qui va le raconter à la façon de Piala, ça va me bouleverser. Je vais pas du tout dire non, ça c'est pas mon truc. C'est pas un choix universel, tu vois, la comédie. Moi, c'est ce que je fais, ce que j'aime bien faire avec les uns ou les autres, mais c'est pas à l'exclusion de tout le reste, tu vois. Et je te dis, L'enfance nue de Maurice Piala, qui est pas du tout, tu vois, j'ai trouvé ça absolument sidérant, ce film. Donc c'est pas...
il n'y a pas d'autorité là-dedans, c'est pas comme ça que devraient être les films. Après, c'est vrai que moi j'aime bien les films où il y a du jeu quoi, entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran. Dans le film En Liberté, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie mécanique de comédie à l'américaine. Qu'il y avait beaucoup de running gags justement avec le gars du quartier qui vient se confesser au commissariat en disant qu'il a découpé sa famille en 1000 morceaux. Il y a des gags visuels, il y a des trouvailles comme ça. En gros, c'était quoi vos influences pour ce film ? Est-ce que vous en aviez ? Avec Pierre, Salvadori, il est passionné par Lubitsch et on peut dire que c'est vraiment le maître de Salvadori, c'est vraiment ça. Et pour moi, dans Liberté, il y a un moment que je trouve vraiment du pur scénario et je m'envie moi-même, disons, d'avoir participé à ce scénario. C'est le moment où ils vont au commissariat, c'est-à-dire que lui rentre au commissariat, elle est flic, elle a peur que lui la reconnaisse, et donc elle soulève sa jupe et elle s'assoit. Et il passe comme ça, il arrache l'oreille d'un flic, il passe comme ça, il la reconnaît à ses bottes. Encore une idée, des idées, il faut toujours des idées. Et ensuite, il l'attend à la sortie. Elle fait tout pour le faire libérer, etc. Il l'attend à la sortie. Elle va prendre un sandwich le mec qui vend des sandwichs à la baraque à frites. Et là, il l'a attendue, etc. Et il vient la voir et il la prend pour une pute à ce moment-là. Et voilà, cette ironie-là. Et elle, en même temps, elle va lui donner son vrai nom à ce moment-là. Et donc il fait un peu pute. Voilà, donc il fait un peu pute. Et ensuite ils vont partir là-dessus. Tout va se comprendre, ça va permettre une ambiguïté qui va durer. Voilà. Et ça, l'air de rien, tout ce moment-là du scénario, ça passe assez bien dans le film. Et c'est quand même un truc très, je dirais presque savant d'un certain côté, dans la façon dont c'est fait, dont c'est raconté. Comment être le moins bavard, le plus expressif possible, sur des détails comme ça. Et ça, c'est vraiment un plaisir pur de scénario. Et après, surtout, un plaisir du film. C'est-à-dire, quand on voit le film, on a presque un sentiment physique de comprendre le truc un peu après coup, mais on s'est même pas rendu compte. Mais finalement, le scénario, il a pivoté de 80 degrés, alors qu'on était un peu coincé avec cette histoire de qu'est-ce qu'elle fait à suivre ce mec. Et tout d'un coup, il la prend pour une pute. Tac, ça libère un espace pour eux de jeu qui va permettre le donjon, etc. En plus, et ça vient de quoi ? Ça vient juste... Elle soulève sa jupe pour pas qu'il la repère comme ça. Donc un tout petit détail fait... Et ça, par exemple, pour trouver cette idée de scénario, elle relève sa jupe, vous mettez... On s'arrache la tête. Mais c'est quoi ? C'est des jours, c'est des semaines, ça non, peut être des mois. pas des semaines, mais c'est vrai que ça nous a pris... Je sais pas pour ce détail-là, mais c'est vrai que... on sait très bien qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour eux deux, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce Parce que ça, c'est vraiment une trouvaille de scénario, mais visuel. Mais ça ne se passe pas par le dialogue. Mais c'est le grand et je trouve que dans le film, il y a beaucoup de trouvailles visuelles comme ça. Et c'est beaucoup ça, le travail sur ce film, c'était beaucoup ça, c'était d'écrire un scénario d'images, et pas... Bon, il y a les dialogues merveilleux de Pierre, mais c'était aussi beaucoup de trouver comment est-ce qu'on peut être expressif en racontant des choses... à l'image. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas tellement que l'inspiration ce soit Lubitsch pour Salvadori, enfin même pour vous, puisque moi c'est vrai que pendant le film je pensais beaucoup à Chaplin, et même à certains films de Capra, des films où il y avait des trouvailles visuelles, des films déjà, les films muets en noir et blanc où ils n'avaient pas tellement le choix que de trouver des idées visuelles pour raconter une histoire, pour faire avancer l'histoire sur leur scénario. Et d'ailleurs, il y a des trouvailles visuelles dans Liberté que j'ai beaucoup aimé, comme par exemple le personnage de la fille qui passe en fait au milieu d'un spectacle de marionnettes. Ça, j'ai trouvé ça très marrant pour dire que finalement elle est manipulée elle aussi comme une marionnette par son fiancé qui lui fait croire qu'il y a un bandit à la fête foraine. Est-ce que par exemple cette idée c'est une trouvaille de mise en scène sur le tournage, ou alors c'était vraiment écrit dans le scénario? Non, ça se passait dans une fête foraine. Elle traversait un moment, parce que Pierre il a toujours eu envie de faire un film sur les marionnettes, sur les guignols, etc. Donc je ne sais pas si c'était écrit ou pas, mais par exemple il y a une idée dans le film qui appartient à la mise en scène à ce moment-là. C'est il va la retrouver, Damien Bonnard, etc. Et puis il prend un virage, et à ce moment-là, dans le virage, il y a le bouquet de fleurs qui bascule et qui rentre dans le champ. Voilà, ça c'est une pure idée de mise en scène, et moi je suis émerveillé quand je vois ça. Je sais pas comment. Et alors c'est peut-être une idée de scénariste ou de je sais pas quoi, mais en tous les cas on raconte tout avec un plan comme ça, sans passer par le dialogue. Ouais. Mais c'est une idée
qui donne de l'énergie, qui fait que le spectateur travaille, et c'est beaucoup ça. Et j'ai l'impression que le process, disons, pour aller au film, c'est ça tout le temps. On cherche ça dans le scénario quand on se dit tiens, comment on va faire pour rendre ça expressif. Mais après ça continue sur le tournage, après sur le montage. Tiens, on va couper ça. Pourquoi ? Là par exemple dans ce film, il y a une façon de le monter un peu plus rapide, de pas aller au bout des blagues. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, etc. pour essayer qu'il soit en déséquilibre permanent vers l'avant. Et tout ça, c'est des trucs qui sont quand même une constante recherche d'idées, on va dire. Voilà. Après, c'est ce qui fait aussi peut-être que le film appartient, à mon avis, vraiment au cinéma et parle de cinéma, etc. C'est qu'il y a comment être expressif en racontant les images. Il ne faut pas oublier que le scénario, c'est pas du théâtre, on écrit quand même pour l'écran. Ouais. Et donc, quand on a une idée visuelle, on saute en l'air, on est content. Alors que le dialogue, on est très content de trouver un bon dialogue, surtout là, ils sont vraiment très très bons les dialogues. Mais c'est vrai que les idées visuelles, c'est vraiment un plaisir qui appartient au scénario, quoi. Et sur ce scénario, vous avez été 3. Oui. Pierre Salvadori et Benjamin Charby pour l'écrire. En gros, comment se passaient vos séances d'écriture ? Est-ce que chacun écrivait de son côté, ou alors est-ce que vous vous réunissiez, quoi qu'il arrive, les 3 dans une seule et même pièce pour écrire la moindre ligne, ou alors est-ce que quelqu'un était par exemple chargé d'écrire le synopsis ou le séquencier, l'autre personne les dialogues ou... En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que on n'a jamais vraiment écrit tous les 3 ensemble, en fait, c'est ça. Et pour le prochain, d'ailleurs, on a envie d'essayer de se mettre à 3. C'est compliqué parfois 3 pour un scénario parce que ça tourne bizarrement, il y a un. Bon. Mais là, le prochain, on a envie d'essayer de se mettre tous les 3. Mais là, en fait, j'ai commencé avec Pierre, ça nous a pris beaucoup de temps. On a travaillé avec plus ou moins d'assiduité. Il y a des moments où on s'est arrêté, etc. Et après, moi, j'ai réalisé un film et donc je suis parti pendant 6 mois, on va dire. Et là, Benjamin est venu. Et donc ils ont travaillé ensemble sur le séquencier, et après moi je suis revenu sur on va dire les 3-4 derniers mois pour reprendre le truc et puis qu'on finisse le scénario. Et voilà, en gros, mais on ne peut pas dire que c'était vraiment une expérience à 3, on s'est vus tous les 3 de temps en temps, mais on n'a pas vraiment travaillé, voilà, c'est quelque chose qu'on compte faire pour le prochain. D'accord, eh ben alors justement ça tombe bien parce que moi j'avais envie de te demander quels sont tes prochains projets. Alors là, j'ai écrit un truc qui est l'adaptation de Ricci, qui est un roman de Raphaël Baquet. C'est sur c'est pas un roman, c'est une enquête d'ailleurs, parce que c'est une journaliste, qui est sur la vie de Richard Descoings, qui est le patron de Sciences Po, qui est mort dans une chambre d'hôtel à New York, dans des circonstances un peu bizarres. Ouais. Et voilà, j'ai fait ça. Et je suis en train d'écrire un truc pour Daniel Auteuil, qui est une histoire de sa vie, on va dire son enfance dans le... Il avait des parents qui étaient chanteurs d'opérette, comme ça, donc c'est un peu... Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est une commande, scénario de... Ouais, ça, c'est une commande. Enfin, il a écrit un recueil de nouvelles, et donc moi, j'essaie de faire... Et alors, par exemple, quand tu as une commande comme ça, il y a une deadline ou pas ? Ouais, il y a une deadline. Ouais, il faut respecter. Ouais, il faut rendre... Et puis, il faut que le film avance, quoi. On fait d'abord un synopsis, après un traitement, et puis voilà. D'accord. Et c'est, par exemple, c'est quoi la deadline ? Enfin, on te donne 6 mois à écrire ou... Là, ça serait pour février, là, parce qu'il pourra s'y mettre vraiment en février, donc il faudrait que ça soit quasiment fini en février. Fini en février. Ouais. Et tu viens de commencer, c'est ça ? Oui, ouais. J'ai juste fait l'histoire, là. Ça fait une 30aine de pages, hein, mais... D'accord. Moi, j'ai déjà pas mal... Que tu écris seul ou oui, avec... celui-là, je l'écris tout seul. D'accord. Et alors, dernière question, si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste qui veut se lancer dans ce métier... qu'est-ce que tu lui dirais ? Tu peux t'adresser à lui directement en regardant la caméra. Voilà un conseil de Benoît Graffin. C'est de l'enthousiasme, c'est ça mon conseil. Il faut être enthousiaste pour faire ce métier. C'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup Benoît pour cette interview. Voilà, continuez à découvrir les films dans les salles obscures et à lire des scénarios. Et rendez-vous dans le prochain numéro de Secret de scénariste. Ciao. Voilà, nous espérons que ce 7e numéro de Secret de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde des scénaristes. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde des scénaristes, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources
sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose de me retrouver sur ma chaîne YouTube The Film Talker, où vous trouverez des critiques de films sur l'actualité ou des vidéos thématiques tout simplement sur le cinéma. Voilà, Secret de scénariste, épisode 7, c'est terminé, à très bientôt et surtout continuez à lire des scénarios et à fréquenter les salles obscures. Ciao!